De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours accompagnés par nos éditorialistes Nadia Lamarque, Alfred Chango et puis également par notre invité Thila Andrian. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Tout de suite, notre dossier du jour. Au vu du succès chez son voisin mauricien, les responsables malgaches se sont dès les années 80 lancés dans le développement des zones franches pour essayer d'attirer davantage d'investisseurs. Une décision qui a enregistré de bons résultats jusqu'à l'éclatement de la crise politique en 2009, comme vous le montre ce reportage de notre envoyé spécial à Madagascar, Djibril Fofana. Elles sont apparues dans de nombreux pays comme une solution à la relance économique et à l'industrialisation. À Madagascar aussi, les zones franches ont été une des réponses des autorités à la crise économique et à l'échec des politiques d'ajustement structurel. Dès les années 80, inspirées par l'expérience réussie du voisin mauricien et de celle des pays d'Asie du Sud-Est, les autorités malgaches optent pour le développement des zones franches. Objectif affiché, attirer les investisseurs et équilibrer la balance commerciale du pays. C'est en 1989 que la première loi sur les zones franches est adoptée. Elle sera modifiée et complétée en 1991 par la loi 91-020. Donc c'est une zone dans laquelle les investisseurs bénéficient d'un certain nombre d'avantages, surtout les avantages fiscaux, c'est-à-dire en paiement des impôts sur le revenu, les taxes de douane, les importations. Donc c'est un outil afin d'attirer les investisseurs étrangers dans notre pays pour que l'investissement puisse contribuer à la croissance économique, parce qu'on ne peut pas seulement dépendre de l'aide extérieure. Aujourd'hui, plus de 20 ans après leur mise en œuvre, qu'ont apporté les zones franches à l'économie malgache. Les résultats atteints sont-ils à la mesure des objectifs qui ont suscité leur mise en place? À Madagascar, à la différence d'autres régions du monde, les zones franches ne sont pas délimitées physiquement. C'est seulement le régime juridique particulier auquel sont soumises certaines entreprises qui leur confère ce statut. En réalité, à Madagascar, il y a plutôt des entreprises franches, parce qu'il n'y a pas encore de zones franches bien délimitées dans notre pays. Il y en a, mais il n'y a pas assez nombreuses, mais la loi malgache permet aux entreprises qui bénéficient de la loi sur les zones franches et des entreprises franches de s'installer en dehors des entreprises, des zones franches géographiquement délimitées. Éléonore Joas est la directrice du groupement des entreprises franches de Madagascar. Créée en 1998, cette association a pour but de mener des actions pour accroître la compétitivité des entreprises franches membres. Pour elle, depuis leur entrée en vigueur, les zones franches ont fortement contribué à accroître les exportations du pays et surtout à poser les bases de l'industrialisation de la grande île. Si on regarde le volume et la valeur des exportations malgaches, les zones franches, jusqu'à voici 3 ans encore, en 2010, contribuaient à plus de 50% des exportations. Nous avons subi, bien entendu, les contre-coups de la crise que vit actuellement le pays et il y a eu une réduction assez significative, mais nous restons encore aux alentours de 40% des exportations dans leur intégralité. Depuis 2007, ce sont les entreprises franches qui assurent plus de la moitié de notre assiette d'exportation. Donc on peut dire que la structure des échanges de Madagascar change de la domination traditionnelle des produits de rente comme les commodities, on dit le café, le girofle, la vanille et les produits miniers, mais au profit maintenant de produits manufacturés. Donc c'est-à-dire que Madagascar a déjà fait un grand pas, disons un pas important pour entrer dans l'ère de l'industrialisation. Seulement voilà, cet élan d'industrialisation a été freiné par la crise politique de 2009. Alors, par exemple, pour vous parler en termes d'emploi, avant la crise, nous avions aux alentours de, je dirais, 130 000 emplois au niveau des zones franches.
Et à l'heure actuelle, nous sommes retombés en dessous de 100 000 emplois. Et pour le secteur textile en particulier, il y a eu en plus des conséquences indirectes puisque la crise a eu pour conséquence notamment la suspension de l'éligibilité de Madagascar à l'AGOA, qui, comme vous le savez sans doute, est un accord qui facilite l'accès de la production malgache au marché nord-américain. Donc, du fait de la suspension de l'AGOA, le secteur textile a subi des dommages importants. Des conséquences désastreuses pour un tissu industriel qui commençait à se densifier. Aujourd'hui, les autorités tentent d'y apporter des solutions. Sous l'égide de la Banque mondiale, un appel d'offres vient d'être lancé dans ce sens pour le recrutement de consultants afin de faire un bilan critique de l'industrialisation de Madagascar depuis les indépendances. Il faut que Madagascar se place dans des industries où le pays se sent compétitif. Et c'est là la stratégie qu'on veut mettre en place. Il faut qu'on transforme nos matières premières ici avant de transformer. Comme je dirais peut-être, la stratégie se baserait sur l'agro-industrie. C'est un peu la stratégie qui est dans notre tête et qui va être couchée sur le papier avant la fin du mois de juin et qu'on va donner aux nouvelles équipes gouvernementales que j'espère seraient en place fin juin avec notre nouveau président. La fin de la période de la transition politique est très attendue par les entreprises franches pour amorcer un nouveau départ. Car, malgré la conjoncture difficile, elles ont montré une capacité de résilience insoupçonnée qui a permis de limiter les dégâts. En tout cas, il n'y a pas eu d'accompagnement pour atténuer les effets de la crise. Les entreprises ont dû faire avec et il est heureux que finalement on a pu relever une résilience des entreprises. Mais il faut mentionner qu'actuellement nous sommes plus en état de survie que de forte productivité. Quelques années après leur mise en place, les zones franches ont modifié l'environnement économique malgache. À telle enseigne qu'en 2005, le pays était cité comme modèle d'industrialisation sur le continent. La preuve, en 2006 et 2008, la part du secteur secondaire au PIB a augmenté de 16,6%. Mais aujourd'hui, la situation est moins reluisante. Les entreprises franches malgaches subissent les contre-coups de la crise économique et politique. À la recherche d'un nouveau souffle, le sein auprès duquel elles veulent toutes à présent se vouer, c'est le retour à la stabilité politique. Alors Tila Andrian, quel bilan pour les zones franches malgaches? Il faut dire qu'après la crise de 2009, donc qui perdure encore jusqu'ici, jusqu'à ce qu'on puisse savoir réellement qui c'est qui va diriger le pays par la suite. Ouais. Il faut savoir qu'en 2009, il y a eu des centaines de milliers d'emplois qui ont été perdus. Emplois directs et indirects. Soit pour cause de fermeture d'usines qui ont brûlé suite aux manifestations, soit tout simplement, comme il a été dit, suite à la suspension de Madagascar de l'AGOA. Et justement, là, je sais pertinemment que les nouveaux dirigeants, les futurs dirigeants de Madagascar, de toute manière, auront à retravailler le dossier Madagascar pour que ce soit réexaminé par le Congrès américain pour une nouvelle éligibilité. Comme on a vu pour le Mali, c'est que ça peut être relativement rapide. Ça peut être relativement rapide, mais bon, vous aurez encore une phase d'observation de toute manière qui est nécessaire pour les Américains avant de pouvoir décider si on réintègre ou pas Madagascar dans le programme de l'AGOA. Alors quel intérêt représentent les zones franches pour les investisseurs qui souhaitent s'installer à Madagascar? Les intérêts, ils sont très simples. Vous avez déjà des avantages fiscaux qui sont plus qu'avantageux, dans le sens où ils sont exonérés notamment de tout ce qui est impôt sur le revenu. Et vous avez aussi tout ce qui est des taxes au niveau douanier. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à payer certains droits de douane par rapport à certaines matières, par rapport à certains produits qu'ils exportent ou qu'ils importent, notamment pour les besoins. Et justement, l'intérêt aujourd'hui pour Madagascar, c'est de faire en sorte que les zones franches ne produisent pas seulement des produits manufacturés, mais qu'ils puissent aussi travailler dans tout ce qui est raffinage ou dans tout ce qui est retransformation en fait, des matières premières. Mais est-ce que ce n'est pas une perte importante tout de même pour l'État? Aujourd'hui, oui. Mais il faut savoir que malgré la crise, il y a eu quand même une augmentation progressive à nouveau, on va dire, depuis
2011, on va dire, c'est-à-dire 2 ans après le début de la crise. C'est-à-dire qu'au niveau notamment des investissements directs étrangers, donc les fameux IDE, eh bien, on a eu une augmentation aussi bien en termes de capital social qu'en termes justement de bénéfices qui sont réinvestis dans les activités. Alors, on a entendu tout à l'heure dans le reportage parler d'entreprises franches et non pas de zones franches. Pourquoi? Alors, c'est assez particulier à Madagascar parce que les zones franches, telles qu'on les conçoit par exemple en Europe ou dans les autres pays, ce sont des zones géographiques délimitées. À Madagascar, ce n'est pas pareil. À Madagascar, on vous considère comme faisant partie de la zone franche à partir du moment où c'est le statut juridique de votre activité, de votre société. Donc vous pouvez être limite basé n'importe où, mais tant que vous bénéficiez de ce statut juridique, on vous considère comme faisant partie de la zone franche. Donc il n'y a pas encore, si vous voulez, c'est un problème aussi d'espace. D'exploitation d'espace en termes de foncier. C'est-à-dire qu'il faut encore tout un travail au niveau foncier pour définir des zones qui peuvent accueillir des infrastructures d'activité économique, notamment, qui sont assez bien desservies, aussi bien par route que par l'électricité, par l'eau et tout ça. Donc tout ça, ce sont des investissements qui doivent être faits. Et donc en gros, ce sont des paramètres à mettre en place que de toute manière le prochain gouvernement aura à travailler parce qu'il faut absolument continuer à développer ces zones franches en parallèle de l'industrie traditionnelle, on va dire. Alors Nadia, je vais me tourner vers vous. Comme on l'a entendu dans le reportage, est-ce qu'on peut véritablement considérer que le développement de ces zones franches permettra une redynamisation de l'économie? Écoutez Khadija, partout où on a créé des zones franches, ça a permis au tissu économique de se développer partout. Par exemple, au Ghana, c'est clair, lorsqu'on a décidé que 2 zones franches allaient être créées pas très loin du port, de manière à ce que les sociétés puissent exporter, il y a eu un boom des sociétés domiciliées dans ces zones franches, boom d'activité, regain de croissance. Donc, je prends l'exemple du Ghana récent, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres un peu partout. La zone franche, son principe est clair. En fait, au-delà même de la zone, c'est l'idée de détaxer en fait, et de permettre un allègement fiscal, en tout cas un souffle fiscal aux entreprises qui se lancent. Ça leur permet pendant 2, 3, 4, 5 ans pour certains, de ne pas avoir à payer d'impôt sur le revenu, ou même pour les entreprises étrangères, et c'est le cas à Madagascar, les entreprises étrangères peuvent rapatrier une partie de leurs bénéfices. Elles aussi, elles bénéficient des mêmes droits d'allègement fiscaux que les entreprises locales. Ça leur permet de justement pouvoir lancer une activité sans commencer à travailler, sans commencer à avoir à payer des impôts après le premier bilan, quoi. Mais alors, est-ce que au tout de lancement d'activité. Ces zones franches sont limitées uniquement aux entreprises totalement exportatrices ou bien c'est-à-dire que c'est également pour le marché local? Non, mais il faut dire que... Alors, je ne sais pas si la question s'adresse à notre invité, mais... Je vais donner la parole à Non, mais l'idée principale aussi, c'est de créer de l'emploi. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est aussi fixer des gens sur le territoire et donc ramener aussi des entreprises qui travaillent en local. Donc, en général, c'est réfléchi de telle manière à ce qu'il y ait possibilité à la fois de développer des entreprises à l'export, mais aussi de développer des marchés locaux. Alors, de toute manière, comme on a dit tout à l'heure, au niveau des pertes d'emplois suite à la crise de 2009, vous avez les emplois directs, donc des employés même de ces sociétés, donc qui ont perdu leurs emplois, mais aussi les pertes d'emplois indirectes. C'est-à-dire que vous avez d'autres sociétés, d'autres activités en fait, qui se greffent à l'activité des zones franches. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'aujourd'hui, si on regarde en fait, l'emplacement des zones franches, ils sont en périphérie des villes, donc ça c'est habituel, mais sauf que là où ils devraient être le plus développés, c'est au niveau des zones portuaires, au niveau des zones aéroportuaires. Et tant que Madagascar n'aura pas développé ses infrastructures aéroportuaires et portuaires, elle ne pourra pas bénéficier de manière exponentielle en fait, de l'apport et des avantages liés à tout ce qui est zone franche. Alors, au moment du développement des zones franches, donc de manière générale à Madagascar, est-ce que ça a eu un effet d'entraînement sur l'ensemble des activités annexes? Ah oui, de toute manière, comme je vous ai dit, vous aviez les activités indirectes. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est sous-traitance, entre autres. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises locaux qui, entre autres, travaillaient pour des entreprises qui faisaient partie des zones franches. Donc c'est une chaîne en fait, qui s'est mise en place.
Et le fait que la société en zone franche ait cessé son activité a fait en sorte que d'autres sociétés derrière ont suivi et ont dû plier bagage. Et avec le coup d'État en 2009, l'AGOA, donc la Madagascar a été suspendue de l'AGOA. Quel impact est-ce que ça a eu? L'impact, ça a été très important dans le sens où la majeure partie, notamment dans le textile, la majeure partie de l'activité était orientée justement à bénéficier des avantages de l'AGOA. À partir du moment où Madagascar a été suspendu, il y a beaucoup de sociétés qui ont dû fermer, qui ont dû mettre la clé sous la porte. Il faut savoir qu'à partir de 2011, on va dire, le fait qu'il y ait eu un certain regain de dynamisme sur le marché européen et surtout le fait que certaines zones concurrentes de Madagascar, à savoir l'Afrique du Nord et la Chine, aient été dans une certaine difficulté, ça a rebénéficié à nouveau à Madagascar, à certaines entreprises dans le textile notamment, qui lui a permis notamment une croissance de 11% dans cette activité. Sauf que ce n'est pas suffisant évidemment pour rattraper tout ce qui a été perdu en 2009. Mais est-ce que ces pertes enregistrées, Alfred, dans le cadre de l'AGOA, est-ce que ce n'est pas du tout de même un déficit des autorités malgaches de ne pas diversifier tout de même leur clientèle? On peut se poser la question, Radija, exactement. Mais quand on sait effectivement que l'AGOA, c'est un programme global qui est destiné à tous les pays africains en général. Bon, Madagascar avait, j'allais dire, ses partenaires traditionnels, la France, l'Europe, etc. L'Afrique un peu. Et donc, effectivement, avec la suspension et puis les sanctions aussi de l'Union européenne, ça a impacté beaucoup sur l'économie malgache. Effectivement, il y a toujours nécessité pour les pouvoirs en place de diversifier leur marché, leur économie. On sait que traditionnellement, c'est la vanille, girofle, etc., qui sont des produits de la pêche même, qui sont des produits phares. L'idée des zones franches visait justement à cette diversification, c'est-à-dire que le textile... écouler un petit peu tous les produits... Non seulement ça, mais permettre de faire venir des investisseurs étrangers qui allaient être à la base justement du développement industriel de Madagascar. On a parlé du textile par exemple. Quand on compare l'industrie du textile de Madagascar à l'industrie du textile par exemple à Maurice, on s'aperçoit effectivement comment le savoir-faire malgache a dû supplanter le savoir-faire mauricien, par exemple. Et donc, ça a été quelque chose de très important. Aujourd'hui, effectivement, puisque ça c'est le passé, on est en train de faire le bilan, il me semble effectivement que la stabilité qui est en train de se mettre en place politique progressivement à Madagascar, on espère que ça va aller jusqu'au bout du processus, et que donc, justement, à partir de cette stabilité, la stabilité économique aussi va suivre. On espère effectivement que le Madagascar va retrouver justement ce potentiel perdu en cours de chemin. Justement, on parlait de Maurice, mais paradoxalement, il faut savoir qu'il y a quand même eu une augmentation de 561% en 2011, par exemple, des flux d'investissement direct étrangers provenant de Maurice. Oui, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que Maurice investit aujourd'hui à Madagascar. Voilà, il y a eu une très forte augmentation des investissements directs étrangers donc provenant de Maurice à Madagascar. Mais il faut signaler que c'est à cause de la main-d'œuvre tout à fait. Alors, qualifiée. Voilà, l'économie malgache. En fait, l'avantage de Madagascar aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez le coût de la main-d'œuvre. Oui. Ça, c'est indéniable. Vous avez aussi les infrastructures de télécommunications qui, mine de rien, font partie et est considéré comme étant le meilleur parc informatique, notamment au niveau de l'Afrique, notamment par rapport aux mesures qui ont été en fait faites par rapport au débit justement d'Internet. Et vous avez également le caractère diversifié en fait du marché. À côté de ça, comme problème, en fait, comme point négatif, on a toujours l'environnement politique qui joue, et c'est la preuve depuis 2009. L'insuffisance des demandes,
Parce que pour que les gens puissent investir chez vous, il faut qu'ils puissent sécuriser en fait leur investissement. Et tant qu'ils ne sont pas à l'abri d'une crise... Tant qu'il n'y a pas de stabilité. Voilà, donc c'est impossible pour eux de vraiment investir lourdement. On va vraiment mettre de côté l'industrie extractive. Parce que ça, c'est vraiment un autre domaine. C'est vraiment et même dans le calcul des investissements directs étrangers, au niveau de la Banque centrale de Madagascar, vous avez or extractif d'un côté et extractif de l'autre. Est-ce que, justement, en parlant de l'industrie extractive, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une industrialisation à Madagascar ? Mais écoutez, depuis, avec QMM à l'origine, avec le projet Ambatouvi, donc qui sont aujourd'hui passés en phase d'exploitation, Madagascar est rentré dans une phase d'industrialisation de ce côté. Le problème, c'est qu'il faut quand même que les gouvernants, et notamment les futurs gouvernants, puissent calculer les risques, notamment liés à tout ce qui est environnemental, parce que ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça modifie aussi bien au niveau de la faune, de la flore, mais aussi au niveau social. Donc il y a aussi l'impact social à prendre en compte, et sachant pertinemment que Madagascar, comme beaucoup de pays d'Afrique, on a quand même nos côtés traditionnels, nos rattachements qui sont quand même assez forts par rapport à la terre, à la valeur, à la signification de la terre. Et donc ce sont encore plusieurs paramètres qu'il faut reprendre en compte, qu'il faut reconsidérer, notamment dans la mise en place des cahiers des charges à respecter. Alors nous allons mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité africaine à retenir. Abidjan attend la visite ce vendredi du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Une série d'accords de coopération économique entre les deux pays devrait être signée. Et la visite de Nabil Fahmi, le ministre des Affaires étrangères égyptien en Algérie, n'a pas plu aux partis islamistes qui fustigent le fait que les frères musulmans soient désormais considérés comme une organisation terroriste. Nous allons marquer une nouvelle pause dans l'Africa Newsroom à suivre le Sénégal qui s'apprête à baisser les prix des loyers à Dakar, une des villes les plus chères d'Afrique. Restez avec nous.